Isabelle Florennes, sénatrice des Hauts-de-Seine, je suis ravie de vous accueillir au Sénat ce matin. Et je remercie bien sûr particulièrement le docteur Florence Bergeaud-Blacker pour sa présence, Chaparak Saleh, Fadila Maroufi et Sonia Zadig pour leur venue et leur disponibilité ce matin. Je laisserai mon amie Catherine Nibled, conseillère de Paris et animatrice de cette conférence, vous les présenter dans un instant plus en détail. Mais avant, quelques mots, avant de te laisser la parole, Catherine. Tout d'abord, donc je le disais pour vous souhaiter la bienvenue dans cette belle institution à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir depuis maintenant 1 an et où j'ai l'honneur également et la chance surtout de pouvoir suivre les travaux parlementaires. J'avais notamment entamé la réflexion sur les questions liées aux valeurs, aux principes de la République, à la laïcité dans mon précédent mandat, avec mon ami Gilles Legendre, présent, et qui je remercie d'être présent ici au premier rang, de député de 2017 à 2022 à l'Assemblée nationale, également député des Hauts-de-Seine. En effet, ces sujets me préoccupent et je pense vous préoccupent puisque vous êtes là ce matin. Quelques dates qui constituent pour moi des repères et qui nous ont amenés avec Catherine à organiser cette conférence ce matin. Tout d'abord, c'est la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dite loi séparatisme, qui a été l'objet d'un travail, pour moi important, en commission spéciale et qui a donné lieu à l'époque à de vifs échanges entre parlementaires, avec notamment ensuite des échanges assez, parfois tendu avec les autorités religieuses et qui a permis notamment d'intervenir et de renforcer la surveillance des financements extérieurs et étrangers des lieux de culte, mais également de renforcer la vigilance sur un certain nombre d'associations qui interviennent notamment auprès de la jeunesse. Ça a été un travail long, ça a été un travail de plusieurs mois, mais que je considère évidemment que comme une étape et qui est loin d'être finie, mais il faut quand même rendre hommage au ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, qui s'était attaqué assez frontalement à ces sujets. Suite à ce travail, j'ai été missionnée justement par le Premier ministre de l'époque, Jean Castex, sur les actes antireligieux en France. Et je lui ai présenté, avec mon collègue Ludovic Mendes, un premier rapport sur le sujet en France en mars 2022, qui m'a permis, durant 3 mois, de mener une 50aine d'auditions, notamment avec les représentants et divers représentants des cultes religieux, pour non seulement leur garantir ce que doit la laïcité, c'est-à-dire la protection des religions, mais aussi la garantie de protection et de respect d'un certain nombre de principes et de le rappeler aussi aux autorités religieuses que nous avons rencontrées et de quelque part aussi mettre à mal dans notre rapport cette idée qu'il existerait en France une islamophobie. Nous avons, je pense, en tout cas dans ce rapport, fait œuvre utile en ce sens que toutes les victimes, quelles qu'elles soient, devaient être entendues, et nous avons remis au ministre de l'Intérieur et au Premier ministre des préconisations en ce sens de l'écoute, mais aussi d'éviter les instrumentalisations excessives que nous connaissons parfois de la part de certains dans notre pays. Donc je pense que ce rapport a été une première étape. Suite à cela, avec Catherine, nous nous sommes retrouvés et nous avons participé dès la fin mars 2022 à une conférence sur les nouveaux enjeux
de la laïcité avec un certain nombre de professeurs, et notamment Éric Anceau, qui est spécialiste de ce sujet. Et ces questions, pour le dire avec Catherine, étaient pour nous qu'une continuité des travaux qui avaient été menés par d'autres. Nous nous sommes également retrouvés en février, un an après, en février 2023, autour de Chaparac Salé, ici présente, lors d'une table ronde que j'avais organisée avec mes amis du mouvement démocrate en soutien aux femmes iraniennes. Et Chaparac et ses amis nous avaient présenté à ce moment-là quel était le démarrage de leur immense combat qui depuis a pris de l'ampleur en France aux côtés des femmes yazidis. Et je la remercie également d'être présente ce matin et de pouvoir témoigner de son action dans ce domaine. Depuis, l'actualité n'a pas cessé de nous le rappeler, et plus que jamais, je pense que nous devons réaffirmer que la laïcité est une chance en ce qu'elle protège les femmes dans notre pays. Encore faut-il la faire respecter. Et c'est tout l'enjeu de cette conférence, car si vous êtes nombreux ce matin, et je m'en réjouis, ce n'est pas tant, mesdames les intervenantes, que vous ayez, je pense, à nous convaincre, car nous connaissons vos combats, mais aussi et surtout, nous sommes là pour vous encourager et nous témoigner tout notre soutien. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Catherine et vous souhaiter à tous et à toutes une bonne conférence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir un samedi matin ici au Sénat. Je tiens à remercier très chaleureusement Isabelle qui nous a permis de pouvoir nous réunir ce matin. Alors comme Isabelle le disait, la laïcité en France est quand même une chance, puisque la laïcité c'est la liberté de croire ou de ne pas croire et d'exercer son culte si l'on le souhaite. Donc voilà, donc je pense que c'est quand même un principe à rappeler. La laïcité n'est pas contre les religions, mais elle permet à chacune des religions de pouvoir s'exprimer. La laïcité, ce n'est pas non plus en fait une forme d'intolérance, bien au contraire. Elle permet à chacun de pouvoir vivre comme il l'entend, dans le respect de l'autre. Et donc c'est dans cet état d'esprit que nos intervenantes, nos invités vont pouvoir s'exprimer. Et je voulais juste vous redonner le cadre, pourquoi on a fait cette conférence. Donc Isabelle Florennes, sénatrice, vous l'a expliqué. Mais en fait, moi j'ai eu la chance de rencontrer Sonia, Chaparac et Fadila il y a à peu près en février de cette année. Nous nous sommes rencontrés en fait à Auschwitz à l'occasion d'un voyage mémoriel. Et donc en fait nous étions assises les unes à côté des autres dans l'avion et on a commencé à parler de ces sujets-là. Et c'est de ce voyage qu'est venue l'idée de faire cette conférence sur la laïcité et sur la liberté des femmes. Voilà, c'était une petite introduction. Alors je vais laisser la parole après au docteur Bergeau-Blaclair. Donc vous êtes docteur en anthropologie, vous dirigez des recherches à l'École des hautes études en sciences sociales, vous êtes également chargé de recherche au CNRS et vous dirigez le Centre européen de recherche et d'information sur le frérisme. Vous me dites si je dis des bêtises. Hein. Et donc, vous avez écrit beaucoup d'ouvrages, beaucoup d'articles, et notamment ce livre, Le frérisme et ses réseaux. Alors, évidemment, en France, c'est pas facile hein, de porter ces sujets, de pouvoir s'exprimer. Et donc, du coup, est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu sur la situation en France, nous parler un peu de l'endoctrinement des femmes? C'est un sujet, vous avez un chapitre en fait sur ce point, et voilà, et comment les femmes on est dans une république laïque, nos universités sont laïques, comment en fait les femmes sont endoctrinées, voilà, comment ça se passe et comment on peut arriver à avoir des femmes qui tombent un peu dans cet endoctrinement.
Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci, Madame la sénatrice. Vous m'avez demandé donc d'introduire, de commencer cette sorte de discussion, table ronde. Il y aura, je pense, une discussion avec le public et de l'ancrer sur la question des femmes et du radicalisme. Alors, pour commencer, peut-être éclairer un peu ce qu'on entend par séparatisme, financement étranger, djihadisme, etc. Où est-ce qu'on en est de tout ça et quel est le problème des femmes, enfin, attribué aux femmes dans ces différentes expressions de l'islam politique. Donc, comme je l'ai dit, l'islam politique, c'est un islam, ou qu'on appelle aussi islamisme. C'est une forme d'islam qui ne se sert pas du religieux pour des velléités politiques, à mon sens, mais qui est profondément politico-religieux. Ça veut dire que son objectif, c'est la théocratie. Ça n'est pas la démocratie. Donc, je m'inscris en faux contre toutes les thèses qui nous expliquent que l'islamisme est un passage vers la démocratie. C'est une espèce de crise d'identité du monde musulman qui amènerait en réalité tôt ou tard vers la démocratie. Ça n'a jamais été montré, ça n'a jamais été prouvé. Plutôt, on assiste plutôt à l'inverse. Donc pour moi, l'islamisme est bien une théocratie qui est parfaitement incompatible avec nos démocraties. Alors, est-ce que on a aussi beaucoup parlé de la laïcité. Est-ce que la laïcité peut nous protéger de la théocratie? Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que ça suffise. Par contre, c'est indispensable. Conserver l'idée de la séparation de la religion et du public et de l'État et du politique, c'est évidemment absolument essentiel. Et on voit que dans certains pays d'Europe, on est en train un peu de remettre en question cette séparation qui nous semblait acquise. Donc, il y a le djihadisme d'un côté, donc une forme très violente de vouloir instaurer une société islamique qui soit entièrement régie par la charia. Et puis, il y a ce qu'on a appelé, à mon avis, un peu timidement, le séparatisme, qui est une forme plus politique, plus douce, que moi j'appelle le frérisme. Alors, comment je définis le frérisme? Pour moi, c'est une idéologie produite par la confrérie des frères musulmans, qui est donc née en 1928, 4 ans après la chute du califat ottoman. Et cette idéologie va évoluer au fil du temps, se distribuer dans l'espace et donner donc un siècle plus tard ce que j'appelais le frérisme. Ça veut dire que on ne peut pas réduire cette idéologie à la seule confrérie de Hassan el-Banna. Cette confrérie a inspiré aussi bien le chiisme avec l'Iran que les différents mouvements de l'islam politique qu'on trouve partout autour de la planète. Et ce mouvement s'est parfaitement adapté au contexte, au pluriel. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que les mouvements de l'islam politique, ou le frérisme, ou ces théocraties, ont une capacité, sont très souples, très flexibles, et ont une capacité, en fait, de s'adapter au milieu dans lesquels elles se déploient, et donc d'utiliser des moyens très différents. Donc ce sera des moyens violents dans les pays musulmans où il y a une volonté de prendre le pouvoir par les urnes ou en renversant bien sûr le régime. Et en Europe en particulier, c'est ce que je définis comme frérisme, c'est plutôt une manière douce qui évite la confrontation politique, mais passe par le droit, par la culture, par l'économie. L'économie du halal, le droit, vous le savez, ce sont ces espèces de harcèlement judiciaire avec de nombreux avocats qui sont prêts à en découdre avec ce qu'ils appellent les excès de la laïcité, en se servant de définitions de laïcité inclusive, malheureusement promues par une école de la sociologie. Je ne vais pas rentrer trop dans ces détails-là. Et puis, donc le droit, l'économie, et puis la culture, bien sûr, la culture du hijab et toutes ces manifestations qui sont supposées être décoloniales, alternatives, etc.
Donc tout ça forme ce que j'appelle le frérisme, et ça n'est pas un séparatisme, c'est plutôt un projet de, disons-le, le mot conquête. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de se replier sur soi et de créer une communauté à part. L'idée, c'est de fabriquer, de produire une société islamique mondiale et mondialisée, c'est-à-dire d'y inviter les mécréants. Tout simplement, c'est la dawa, c'est-à-dire la prédication. Donc ce n'est pas, la philosophie n'est pas séparatiste. Donc on se trompe quand on parle de séparatisme. Le séparatisme, on pourrait l'attribuer plutôt à ceux qu'on appelle les salafistes, qui sont plutôt les wahhabo-salafistes, qui sont donc des gens qui veulent vivre entièrement dans l'islam, mais de façon communautaire, de façon repliée sur eux-mêmes. Et ici, c'est pas ça. C'est la volonté donc de transformer le monde en une grande société qui serait donc sous l'empire de la charia. Alors, ça passe, par exemple, par la remise en question de la déclaration des droits de l'homme. Ça, c'est très important. Il y a une déclaration alternative qui est la déclaration des droits de l'homme en islam, qui a été proposée par les frères ou les fréristes, qui dit en gros, nous sommes plus universels que vous, puisque nous gérons non seulement les aspects terrestres, mais aussi les biens de salut et les aspects donc supraterrestres, donc le ciel et la terre. Donc nous sommes plus universels que vous. Si vous voulez, c'est important de voir aussi qu'ils l'ont appelé déclaration des droits de l'homme en islam et non pas déclaration des droits de l'homme pour les musulmans. Ça veut dire qu'ils anticipent un monde islamisé. Et ça, alors, dans ma définition du frérisme, je me sers de ce triptyque vision, identité, plan. C'est-à-dire qu'ils sont en train de déployer dans la société, et notamment en première intention à travers les enfants issus de l'immigration musulmane, une idée qu'il y a donc une vision du monde particulière qui a été imposée par l'Occident et qui doit être écartée. On doit mettre à la place, offrir à la place à ces enfants une vision du monde islamique qui commence bien sûr avec le prophète et qui se terminera avec l'installation du califat, c'est-à-dire la société islamique mondiale et mondialisée. C'est une identité supranationale, c'est-à-dire qu'il y a une identité qui dépasse toutes les autres, qu'elles soient nationales, régionales ou ethniques, etc. C'est être musulman. On est musulman avant d'être toute autre chose, ce qui pose évidemment des problèmes en termes de loyauté par rapport à l'État. Et puis, troisième dimension qui est très importante et qui a été systématiquement négligée parce qu'accusée de complotisme, c'est le plan de Dieu. Alors, toutes les religions du livre ont Dieu veut quelque chose pour les hommes. Donc, il y a un projet pour les hommes. Et dans l'islam, en tout cas dans cette forme d'islam-là, le projet est très important. Il est moteur, il guide le reste. C'est-à-dire que si vous voulez parler avec des frères musulmans, il faut que vous ayez en tête qu'ils ont toujours dans leur esprit que ce qui les guide, au fond, c'est la société islamique. Si ce n'est pas aujourd'hui, si ce n'est pas demain, ça sera après-demain. Ils ont, comme on dit, le temps long. Donc il faut toujours interpréter ce qu'ils disent à travers cette idée-là. Alors la question, évidemment, qui se pose pour les frères, c'est comment mettre en mouvement justement ce mouvement islamique, comme dit Youssef El-Qaradawi, un de leurs mentors, peut-être le plus important du XXe siècle, et du début du XXIe siècle. Ils disent il faut mettre en marche donc ce mouvement islamique. Et pour le faire, il faut mobiliser les femmes. Alors, évidemment, il y a là une espèce de tension entre des femmes qui sont supposées être soumises aux hommes, et c'est vrai que la charia donne assez peu de place, enfin ne donne pas une place favorable aux femmes, c'est le moins qu'on puisse dire, on en aura des témoignages, mais comment les inciter finalement à vouloir elles aussi la société islamique. Alors je voudrais vous citer quelques éléments d'un discours donc tenu par Youssef El-Qaradawi. Youssef El-Qaradawi, c'est
il est considéré comme le pape de tous les mouvements islamistes. Il a aussi bien conseillé les frères musulmans de France que le Hamas. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment inspirant pour tous ces groupes de l'islam politique. Donc, il dit le mouvement islamique s'intéresse à la femme depuis l'aube de l'appel. Et il cite notamment la sœur musulmane Zainab el-Razali, condamnée en Égypte sous la présidence de Nasser à 25 années de travaux forcés parce qu'elle avait soutenu la confrérie. Donc c'est un peu l'image chez les sœurs musulmanes de la femme pieuse telle que les frères la rêvent. Il faut laisser une place publique à une élite de femmes qui sont, d'après Youssef El-Qaradawi, trop intelligentes pour être confinées aux seules tâches domestiques. Et Qaradawi a tout un discours qu'on pourrait qualifier de féministe islamique. D'ailleurs, quand on lit ce qu'il écrit des femmes et quand on regarde ce qu'en a fait Tariq Ramadan et les universitaires qui ont travaillé avec Tariq Ramadan pour imposer cette idée de féminisme islamique, c'est frappant de voir donc la liaison tout à fait directe. Donc il dit, Qaradawi, bien que plus de 60 ans se soient écoulés depuis que le mouvement islamique, c'est-à-dire Hassan el-Banna, a vu le jour, donc c'était il y a déjà 35 ans qu'il disait ça, aucune femme leader n'est apparue qui puisse affronter seule et efficacement les tendances laïques et marxistes. Donc, très, très clairement, les frères musulmans s'opposent à la laïcité. Ça ne fait pas de doute. Alors, s'ils ne le disent pas frontalement, c'est parce que, évidemment, ça leur poserait beaucoup de problèmes. Mais ils n'ont jamais oublié cette lutte. Donc, je poursuis. Cette situation est le résultat des tentatives incessantes des hommes pour contrôler le mouvement des femmes, car les hommes n'ont jamais donné aux femmes une véritable chance de s'exprimer et de faire preuve de talent et de capacité de leadership particulier qui démontrent leur capacité à prendre le contrôle de leur travail sans la domination des hommes. Vous voyez, Youssef El-Qaradawi, frère musulman, qui dit ça. Donc, pourquoi dit-il ça? Parce qu'il considère que les femmes peuvent et doivent agir dans la société. Alors il y a évidemment une condition, c'est la pudeur, qui est obtenue par le voilement. Donc le voilement arrive en fait à peu près dans les années 80-90 avec ce projet. Les femmes, on les voile parce qu'elles doivent sortir et non pas parce qu'elles doivent rester à la maison. Donc il appelle à la formation de femmes leaders dans les domaines de l'appel, de la dawa, bien sûr, de la prédication, de la philosophie, des sciences, de la littérature et surtout, bien sûr, de l'éducation, puisque ce sont elles qui vont non seulement produire, mais aussi reproduire les musulmans de ce grand mouvement islamique. Donc il évoque la sourate sur la reine de Saba dans le Coran, etc., parce qu'il faut toujours quand même aller chercher dans les textes de quoi légitimer ce que l'on dit. Et il est très très sévère à l'égard des frères. Il dit par exemple « J'ai observé à l'université du Qatar que les filles font de meilleurs étudiants que les garçons. Cependant, et il s'adresse notamment aux frères qui vivent en Occident, cependant, j'ai assisté à quelques conférences aux États-Unis et en Europe dans les années 80 et j'ai constaté que les femmes étaient tenues à l'écart d'une bonne partie de ces conférences. Certaines femmes se sont également plaintes qu'elles s'étaient lassées des conférences qui portaient sur le rôle, les droits, la responsabilité et la position des femmes dans l'islam et qu'elles en étaient venues à considérer la répétition de ces conférences comme une sorte de punition qui leur était imposée. Donc il les a écoutées. J'ai dénoncé le fait lors de plusieurs conférences, etc. Le problème de l'œuvre islamique des femmes, poursuit le pape du frérisme, est que ce sont les hommes qui la dirigent et non les femmes, et que les hommes prennent soin de garder leur emprise sur elles, de sorte qu'ils ne permettraient pas l'émergence de lectorat féminin, etc., etc. Il objecte aussi aux littéralistes salafis, je vous passe tous les détails. Mais évidemment, comment faire entendre ça? Et là, je vais revenir un petit peu plus en France, dans les 5 minutes qui me restent. Comment le faire entendre des hommes qui sont évidemment jaloux de leur pouvoir? Dans les années 90, les frères musulmans de la confrérie, donc canal historique, on va dire, puisqu'il y a aussi des fréristes, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans la confrérie, mais qui diffusent leurs pensées, les frères vont faire appel à des influenceurs. Et notamment à Tariq Ramadan, qui a été leur meilleur recruteur auprès des femmes, jusqu'à ce que des affaires de mœurs le rattrapent, vous le savez bien. Et d'autres cyberprédicateurs vont ensuite travailler dans le sens de Tariq Ramadan.
Donc quand il apparaît donc, au milieu des années 90, je me souviens d'avoir assisté il y a plus de 30 ans à sa première conférence, c'était à Bordeaux, dans le campus de Bordeaux, même dans un amphi de Bordeaux, c'était déjà, vous voyez, un problème. Le problème de l'activisme islamiste n'est pas nouveau dans les universités. Et là, on le voit immédiatement s'adresser aux femmes. Et il s'adresse aux jeunes filles d'une voix posée et douce, leur parle de leur hijab en expliquant la justification morale, religieuse et éthique du hijab, en disant ce n'est pas vos frères qui doivent vous l'imposer, ce n'est pas vos pères qui doivent vous l'imposer, vous devez intégrer en fait dans l'ensemble du mouvement, dans l'ensemble du projet, son utilité. Et ça va marcher. Et on écoutera, je pense, Fadila Maroufi nous expliquer pourquoi ça marche si bien auprès des femmes, ce type d'argument. Voilà, mais je vais laisser la parole à la personne suivante et vous remercier. Merci beaucoup, merci pour votre intervention très, très documentée. Alors, on va laisser la parole à Shaparak Saleh. Donc, Shaparak, vous êtes avocate, vous avez créé le collectif Femmes Azadi. Vous vouliez, en fait, à l'époque, sensibiliser, et toujours aujourd'hui d'ailleurs, sur le mouvement révolutionnaire qui se déroule en Iran depuis 2022, et vous vouliez porter notamment la voix du peuple iranien, et particulièrement des femmes. C'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, on a tristement commémoré la mort de Masha Amini, qui est morte pour le port d'un vêtement inapproprié. Vous avez également écrit la préface de la Déclaration des droits des femmes illustrée, donc un sujet qui vous tient à cœur, où en fait dans cette Déclaration des droits des femmes illustrées, on fait le parallèle entre le texte d'Olympe de Gouges, qui, je le rappelle, l'a écrit au XVIIIe siècle, et la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, je pense que tout le monde a entendu le vibrant hommage de Meryl Streep l'autre jour à l'ONU, où en fait elle expliquait qu'aujourd'hui, en Afghanistan, les femmes, elles avaient moins de droits que les animaux. Et donc, voilà, par exemple, elles n'ont plus le droit de parler en public, elles doivent porter le hijab. Donc, en fait, tous ces sujets qui, évidemment, vous touchent beaucoup. Alors, aujourd'hui, pour cette conférence sur la laïcité, donc un enjeu de liberté pour les femmes, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, comment on peut en arriver là, d'avoir, en fait, toutes ces femmes qui sont voilées de la tête aux pieds, et comment la laïcité peut être un rempart pour protéger les femmes et notamment pour protéger leur liberté et leurs droits. Merci à vous. Merci beaucoup Catherine et merci beaucoup Isabelle de nous recevoir aujourd'hui. Moi, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est à quel point il est important de chérir la laïcité, à quel point il est important de la préserver et de la protéger. Il ne faut jamais en avoir honte. La honte n'a rien à faire à cet endroit-là. Et ne laissez jamais quelqu'un vous traiter d'anti-islamiste, de raciste, de fasciste, parce que vous chercherez à préserver la laïcité. Et pour vous en convaincre, je vais vous parler de ce que l'on perd quand on la néglige. Et pour cela, je vais vous faire voyager ce matin dans l'espace et dans le temps, à 6 heures de vol, au XVe siècle. Je vous amène en Iran, 5 siècles avant la loi de 1905 qui a instauré la laïcité en France, parce que c'est en Iran qu'est né le principe de séparation du religieux et de l'État. Qui aurait alors pu croire qu'un pays aussi en avance sur ce sujet pourrait devenir le premier pays au monde qui allait être soumis à l'islam politique? Alors, je reviens maintenant à une époque un peu moins lointaine, il y a plus de 46 ans en arrière, à l'époque où l'Iran était un pays moderne, gouverné par un shah. Et pour commencer, je voudrais vous parler de la place qui était celle des femmes et des minorités dans cette société-là, avant que l'islam politique n'envahisse le pays. En 1979, en Iran, les femmes étaient libres. Libres comme en France, de se voiler ou de ne pas se voiler, de porter une mini-jupe ou de ne pas en porter, de danser, de se marier, de divorcer. À la fin des années 70, la femme iranienne n'avait pas grand-chose à envier à la femme française de 2024.
nous avions des femmes députées, ministres, juges, et c'est pas tout. L'Iran était tellement moderne qu'en février 1978, un an avant la révolution qui allait tout faire basculer, nous célébrions en Iran le premier mariage homosexuel. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est à quel point les choses peuvent rapidement basculer. Et comme c'est facile pour nous les femmes et pour les minorités de nous voir privés des droits acquis par nos aînés. Ces droits ont disparu du jour au lendemain pour les femmes iraniennes lorsque la République islamique a envahi notre pays. Et je vais vous donner quelques exemples. 6 ans. 6 ans, c'est l'âge auquel les petites filles doivent porter le hijab, parce qu'on considère que c'est l'âge à partir duquel elles peuvent susciter le désir chez un homme. 8 ans et 9 mois, c'est l'âge auquel les petites filles peuvent être mariées, sachant que pour les garçons, c'est 15 ans, et que généralement, les filles de 8 ans et 9 mois ne sont pas mariées à des garçons de 15 ans. Une femme ne peut pas divorcer à moins que son mari l'y ait autorisé au moment du mariage. Une femme n'hérite que de la moitié de ce qui reviendra à son frère. Elle n'a pas le droit de faire du vélo, elle n'a pas le droit de jouer aux échecs, à la moto, d'entrer dans un stade. Elle n'a pas le droit de chanter, elle n'a pas le droit de danser. Elle n'est pas autorisée à exercer certaines professions. Par exemple, la profession de juge lui est interdite. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'une femme n'est pas capable de raisonner et que ses émotions vont prendre le dessus. Elle n'a pas le droit de voyager sans l'autorisation de son père et une fois mariée sans l'autorisation de son mari. Elle n'a pas le droit d'être en présence d'un homme qui ne soit pas son mari, son frère ou son père. Et si tel est le cas, elle sera arrêtée et fouettée. Depuis 1979, les filles et les garçons sont séparés dans les écoles et même dans les mariages, les célébrations donnent lieu à une ségrégation sexuelle. À peine arrivé au pouvoir, Khomeini a fait la déclaration suivante. Il a donné cette instruction. Toute femme vierge qui serait arrêtée et qui devrait faire l'objet d'une exécution devra être violée avant d'être tuée, afin de ne pas pouvoir accéder au paradis. Et c'est ce qui s'est passé pendant les manifestations de septembre 2022. On a eu des milliers de femmes et d'hommes qui ont été arrêtés et violés. Et c'est pas tout. Pour prouver un viol, il faudra 4 témoins, sachant que le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme. Et si elle est violée, la femme qui est mariée sera reconnue coupable d'un adultère et donc subira la lapidation. Donc évidemment, toute personne qui a une mère, une sœur, une fille, comprend à quel point tout cela est insupportable. Et ce régime n'est pas seulement cruel envers les femmes, alors comme je vous le disais, il y a 46 ans de cela, un mariage gay était célébré en Iran. Aujourd'hui, l'homosexualité vous mènera à la corde. Les chiens sont interdits parce qu'ils sont considérés comme impurs. La pollution étouffe les villes. De nombreux animaux sont en voie de disparition. Il n'y a aucune mesure efficace qui n'est prise. Alors comment tout a basculé en Iran ? Sous le Shah, l'essentiel de l'opposition était faite de l'extrême gauche et des islamistes. Cette opposition d'extrême gauche, elle était affiliée aux radicaux palestiniens. Et parmi eux, ceux qui étaient très puissants au niveau médiatique, c'était des groupes étudiants. Des groupes étudiants qui avaient en grande majorité fait leurs études en Europe et aux États-Unis, financés par le régime du Shah. Ils étaient sympathisants de l'extrême gauche, ils défendaient la lutte des Palestiniens contre Israël ou encore la révolution cubaine et d'autres mouvements de gauche et d'extrême gauche dans le monde. J'imagine que tout cela vous rappelle quelque chose. 1 an avant la révolution en Iran, les universités étaient fermées parce qu'il y avait trop d'agitation. Alors comment ne pas penser à tout ça quand on voit Sciences Po, la Sorbonne ? Comment ne pas y voir des relents de cet anti-impérialisme quand on connaît la haine que LFI porte au capitalisme et à tout ce qui l'y associe, à tort ou à raison d'ailleurs ? Comment ne pas voir dans ces kéfiers qui sont agités, dans ces mains ensanglantées qui sont arborées fièrement par nos étudiants
dans cette haine du juif, des signes de manipulation de l'extrême gauche et de son meilleur allié depuis toujours, l'islamisme radical. Ce qui est fou pour moi, en tant qu'Iranienne devenue française, dont la famille a pris la décision drastique de se déraciner pour que nous, les filles de la famille, n'ayons pas à grandir dans un pays islamiste, ce qui est fou pour moi, c'est qu'on assiste à une totale inversion des tendances en France et en Iran. Slogan pro-Hamas, « From the river to the sea », ici en France, alors qu'en Iran, et pardonnez-moi d'utiliser ces mots-là dans le Sénat, on entend scander par la jeunesse « Mets ton drapeau palestinien dans ton cul », c'était dans un stade de football il n'y a pas longtemps. Côté iranien, on a la championne d'escalade Elnaz Rekabi qui est apparue dévoilée à 2 reprises lors des Jeux asiatiques de Séoul. Ça a été évidemment immédiatement interprété comme un geste de solidarité envers les manifestantes, ce qui a provoqué son rapatriement vers la République islamique. Elle a été contrainte à la sortie de l'aéroport de présenter ses excuses télévisées et ils ont détruit sa maison. Côté français, on a des sportives qui ont préféré prendre le risque de se voir disqualifiées des Jeux Olympiques à Paris plutôt que de retirer leur voile. Et on a des féministes qui ont crié au scandale. Celles-là même qui sont restées muettes sur le combat des Iraniennes. Celles-là même qui, lorsqu'on les a sollicitées, nous ont dit « Désolé, ce n'est pas notre combat ». Donc l'heure est grave en France. Je constate, terrifiée, ce qui se passe dans mon pays d'adoption. Pour l'islam politique, pour l'islam radical, la première des batailles, c'est le foulard. Et cette bataille, elle est en train d'être gagnée. Ce foulard obligatoire, ça a été l'une des premières mesures qui a été prise par Khomeini quand il est arrivé en Iran. Et après cette bataille, la bataille suivante, qui est tout aussi importante pour l'islam politique, c'est l'école et l'université, là où on partage le savoir. Ils placent leurs pions partout, dans l'éducation, en France au sein du CNRS, et sans qu'on s'en rende compte, les enfants juifs aujourd'hui en France sont poussés à sortir de l'enseignement public. Ensuite, dans nos écoles, ici en France, on conteste l'enseignement de certaines œuvres, en français, en philosophie. On interdit l'évocation même de certains faits pourtant incontestables dans les cours d'histoire géo. On refuse l'enseignement de la musique ou du sport pour les filles. Même au niveau du primaire. Alors évidemment, il y a le sujet de la nourriture, mais il y a aussi désormais celui de la fête de fin d'année, car on y chante et on y danse. Donc des petites filles de 4-5 ans sont privées d'y participer. On a le sujet des cours de natation. On intimide les professeurs, on les pousse à la démission, on les décapite. Cette lutte contre l'islamisme politique ici en France, il est fondamental de la mener parce que cet islamisme est en train de se répandre comme une traînée de poudre. Et c'est tout aussi fondamental d'aider les Iraniens dans leur quête de liberté. On a assez courbé l'échine face à un régime qui tue et massacre son peuple depuis plus de 45 ans en utilisant la politique des otages pour bien museler l'Occident. Libérer l'Iran de son bourreau islamiste, c'est se débarrasser de la pieuvre dont les tentacules ont envahi petit à petit le Moyen-Orient, le Yémen, le Liban, la Syrie ou l'Israël. Un Iran libre à 6 heures de vol, c'est signer la fin de ce cauchemar que les Iraniens endurent depuis 45 ans, celui que les Israéliens subissent depuis le 7 octobre et que nos amis libanais vivent depuis longtemps, mais encore plus intensément depuis quelques jours. C'est couper la tête de cette même pieuvre dont les tentacules ont envahi l'Occident, où certains parents refusent désormais l'enseignement du sport à leurs filles à l'école. Libérer l'Iran, c'est tout simplement libérer le monde de cet obscurantisme rampant. Et j'ai envie de dire à nos amis sénateurs qui sont présents dans la salle que j'ai besoin de vous. L'Iranienne que je suis a besoin de vous. Et la Française que je suis a besoin de vous. Agissez, il est peut-être encore temps. Femme, vie, liberté.
Merci Chaparak, merci pour ce témoignage très poignant et qui permet de remettre quand même un certain nombre d'idées en place sur la réalité de ce qui se passe en Iran et du coup de ce qui se passe en Afghanistan également. Alors maintenant, on va laisser la parole à Sonia Zadig. Non, c'était Fadila. Ouais, je me suis trompée d'intervenante, je suis désolée. Donc on va laisser la parole à Fadila. Donc Fadila, voilà, nous nous sommes rencontrés il y a à peu près il y a une petite année. Donc vous êtes franco-marocaine, vous vivez vous vivez à Bruxelles, vous êtes travailleuse sociale, vous êtes anthropologue et vous avez travaillé notamment sur l'endoctrinement islamiste des femmes musulmanes à Bruxelles. C'était votre travail de fin d'études. Vous avez été aussi commissaire de surveillance dans les prisons, notamment pour le gouvernement belge. En 2020, vous avez cofondé l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles, toujours. Et évidemment, vous faites de nombreuses publications, vous participez à de nombreuses conférences. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler, je crois, des violences intrafamiliales dans le cadre de ces familles et pourquoi, en fait, ces violences intrafamiliales, en fait, qui musellent la parole, finalement, c'est une illustration de ce que la laïcité pourrait permettre, et notamment pourrait permettre de libérer en fait la parole des femmes qui aujourd'hui n'est pas libre. Merci Fadila. Or merci pour votre invitation, merci Madame la sénatrice, merci Catherine. Alors moi je vais commencer d'abord par me présenter un peu plus pour expliquer d'où je parle et pourquoi est-ce que ces combats-là, ou en tout cas ce sujet-là m'intéresse. Donc je suis travailleuse sociale depuis plus de 20 ans. En tout cas, je l'ai été, maintenant je le suis un peu moins exposée. En tout cas, je ne travaille plus dans des institutions parce qu'il m'est impossible d'y travailler tout simplement. Parce que justement, j'ai osé dire des choses qui sont interdites de dire en Belgique. On ne peut plus parler, la Belgique est beaucoup plus en avance que vous sur l'islamisation de la société. Et il suffit de prendre le train jusqu'à la gare du Midi, de faire un petit tour à pied, vous avez très vite compris en fait la situation. Moi, quand j'étais travailleuse sociale, donc d'abord je viens d'une famille issue de famille d'origine marocaine, belgo-marocaine, 3e génération, et donc j'ai grandi avec cet islamisme, avec ce radicalisme que j'ai vu petit à petit en fait s'installer auprès des familles. Et puis j'ai observé aussi la souffrance des femmes, la souffrance des enfants, ce qui a fait que ça, quelque part, ça m'a donné l'envie de devenir travailleuse sociale pour aider justement ces jeunes, pour aider ces familles. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler pendant 20 ans en me disant que j'étais dans un pays libre où on avait l'espoir en tant que femme de pouvoir acquérir sa liberté, d'avoir une éducation, de pouvoir s'en sortir, de sortir surtout de ces conditions de femme. Et je me rends compte très rapidement en fait que ça ne va pas être le cas, puisque même au niveau institutionnel, de plus en plus avec les politiques notamment des grands frères, on va voir des gens qui sont travailleurs sociaux et qui auront un œil sur ce qui se passe dans le quartier, qui vont rapporter à des frères, à des pères, ce que leurs filles font, ce qu'ils ont pu observer dans les institutions, etc. Et on va voir de plus en plus aussi que finalement, toutes ces associations qui sont créées pour, soi-disant, aider les jeunes garçons à ne pas se regrouper dans la rue, à ne pas être délinquants, etc., en fait, sont des lieux qui sont essentiellement pris par des garçons, qu'on n'y fait que des activités occupationnelles au départ, et que les filles, on ne les voit plus. Parce que d'abord, il y a une séparation qui est logique pour eux. La séparation des filles et des garçons doit qu'à partir de l'adolescence, les filles ne peuvent plus fréquenter ces lieux. Mais elles n'ont plus non plus, du coup, d'endroits où elles peuvent parler, où elles peuvent déposer des choses. On leur interdit de dire ce qui se passe. Mais c'est quelque chose qui touche aussi les garçons, c'est-à-dire que la parole ne peut pas se libérer. Tout ce qui se vit au sein d'une famille musulmane doit se taire. Donc quand on entend les expériences douloureuses, comment je dirais, le manque de liberté au sein de ces familles, ce n'est pas qu'ailleurs, ce n'est pas qu'en Iran, c'est aussi ici, c'est en Europe même, en Occident, mais on ne les a pas entendus, on ne les a pas vus parce que tout simplement, il est interdit d'en parler. Alors, pour illustrer mon propos, je vais d'abord commencer, parce que j'ai vu qu'il y a une jeune dame, parce que maintenant les langues commencent à se délier, hein, il y a des choses qui commencent à se dire, etc.
Et donc, il y a un texte qui a été écrit sur un réseau social par Fatima. Et je vais vous lire ce texte pour vraiment vous montrer ce qu'on ressent et la douleur, à quel point la douleur nous prend de l'intérieur quand on vit ici en Europe. Alors, ça s'intitule « J'aurais aimé entendre ». Les mots que j'aurais aimé que ma mère me dise. Pardon de t'avoir crié, pardon de t'avoir fait peur, pardon de t'avoir terrorisé, pardon de t'avoir insulté, pardon de t'avoir frappé, pardon de t'avoir dénigré, pardon de t'avoir contrôlé, pardon de t'avoir pressé, pardon de t'avoir méprisé, pardon de t'avoir abandonné à toi-même, pardon de t'avoir dit des mots rabaissants, humiliants, dégradants, destructeurs, déshonorants, pardon de t'avoir ignoré tes besoins, pardon d'avoir nié tes émotions, pardon d'avoir été méchante, pardon si tu t'es sentie inexistante, pardon de n'avoir pas su que tu avais besoin de sécurité et d'amour, pardon mon enfant de n'avoir pas su te protéger, pardon ma fille de n'avoir pas rempli ta vie d'enfant de rêve et de joie, pardon de n'avoir pas joué avec toi, pardon mon bébé de n'avoir pas su te sortir de l'état de sidération, pardon ma chérie de t'avoir fait douter de toi, pardon si ces mots et mes gestes t'ont fait culpabiliser, pardon de t'avoir abîmé, pardon de t'avoir marié de force. Une dernière phrase, c'est ce que j'ai rajouté, parce que c'était évidemment quelque chose qui était aussi très répandu en Belgique. Alors pourquoi ce texte il est important? Ce texte est bouleversant, d'autant plus bouleversant quand on est issu de ces familles. Parce que c'est des choses évidemment qu'on ne peut pas exprimer au sein de nos familles. Et la violence, cette violence que j'ai pu lire, elle est encore beaucoup plus violente quand on interdit de parler. Le fait d'interdire de parler est une violence encore plus extrême. Parce que le sceau collectif de l'interdit autour de la violence des parents, au sein de la communauté musulmane, c'est ce qui diffère d'ailleurs, parce qu'on va me dire, mais vous savez, la violence, dans toutes les familles, elles existent. Sauf que dans nos sociétés, on peut en parler, il y a des gens pour vous accueillir, et pour accueillir cette parole, il y a des psychologues, il y a l'état de droit, etc. Mais dans ces communautés, on ne peut rien dire, on ne peut pas critiquer ses parents. Il y a une toute-puissance. Et cette puissance, elle est partagée d'une manière collective au sein de la communauté, ce qu'on appelle la Ummah, donc la communauté musulmane. C'est pour ça que quand vous avez au sein de la communauté ces jeunes enfants, jeunes garçons, jeunes filles, qui ont cette colère en eux, qui ont ces émotions qui ne peuvent pas s'exprimer, se transforment en haine. La seule chose qu'on autorise au sein de la communauté musulmane, c'est la haine de l'autre. Et j'appuie vraiment là-dessus. Cet autre, c'est celui qui nous bouscule, qui remet en question nos doutes, nos certitudes. Il permet de réfléchir, de se remettre en question et de nous épanouir et de nous grandir. C'est ce que, évidemment, les religieux de la Oumma ne veulent absolument pas. D'où la peine capitale pour les apostats, parce qu'ils pourraient montrer l'exemple. Parce que oui, rester dans la communauté musulmane, dans cette pression sociale et familiale subite, ne nous permet pas de grandir et d'aspirer à une meilleure vie. Nous sommes conditionnés. C'est grandir avec la peur de l'autorité absolue dans cette communauté, le poids de la religion omniprésente, notamment lorsqu'on vous culpabilise et vous contrôle par la peur de l'enfer. La peur de l'enfer, ça peut paraître ridicule, ça peut vous faire rire, mais tout musulman doit y croire et ils y croient. Peu importe l'éducation, le niveau d'éducation. C'est pour ça que quand on voit des jeunes gens qui passent à l'acte, qui deviennent des martyrs, parce que quelque part, vous savez, quand vous vivez avec cette violence, pour se soulager, si vous ne pouvez pas en parler, un des seuls moyens, c'est le suicide. Mais encore une fois, le suicide est interdit en islam. Donc quel est l'autre moyen qui permet de sortir avec la tête haute? C'est le martyr. Non seulement ça vous envoie au paradis, mais ça envoie aussi vos membres proches au paradis. Et c'est glorifié par la famille. C'est-à-dire que la famille voit ça d'un très bon œil, puisque quelqu'un s'est sacrifié pour les membres, pour plus tard, pour ce qui est pour le paradis, tout ce qui est supraterrestre. Puisque les musulmans
ici, vivent surtout et accumulent des bons points pour ensuite aller au paradis. Quand j'ai travaillé, et vous en avez parlé, quand j'ai été dans le milieu des sœurs musulmanes et des salafistes, je les ai infiltrés pendant 3 ans. Jour et nuit, on était contactés par WhatsApp. En journée, c'était par des SMS, etc. On nous rappelait sans arrêt, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire, les termes à utiliser, les mashallah, les inshallah, le nombre de jeûnes à faire, en plus du jeûne du Ramadan, qui nous permettrait d'obtenir 1000 points pour avoir accès au paradis, etc. Donc c'est un harcèlement qui est là en permanence. C'est pour ça, je pense que cette problématique-là, il faut pas l'occulter. Il faut mener des actions qui vont dans ce sens, qui permettent justement que les jeunes ou les femmes, les hommes puissent s'en libérer, puissent partager, puissent parler. Et c'est pour ça aussi que je voulais saluer, en lisant ce texte de cette dame, mais aussi saluer d'autres actions, parce qu'il y a des personnes issues de la communauté musulmane qui commencent à mener des actions, et on ne les voit pas évidemment, puisque les politiques actuelles, évidemment, on peut les appeler les idiots utiles ou les collabos, comme vous voulez, je pense notamment à l'extrême gauche et parfois à certaines personnalités de gauche, qui soutiennent finalement leurs ennemis, les ennemis de la laïcité, les ennemis des droits de l'homme. On a des femmes et des hommes qui commencent à se lever. Alors au début, ils n'étaient pas si nombreux que ça, parce qu'il y avait la peur, parce que comme je vous l'ai dit, on est en état de sidération. N'oubliez pas que quand on subit des violences, en grandissant, ces violences nous ont impactés, et donc il nous est très difficile de sortir de ces schémas d'emprise, parce que c'est vraiment de l'emprise. Et donc il est important que des femmes, des voix se lèvent, comme ici, comme Fatima, comme Soraya, qui a créé ce podcast qui s'appelle Révolution des cœurs, qui est d'ailleurs ici, et qui appelle les garçons et les filles, les femmes et les hommes, à témoigner à visage couvert de ce qu'elles ont subi. Parce qu'évidemment, certains vous diront, mais c'est que quelques cas parmi tant d'autres. En réalité, non, ce n'est pas quelques cas, c'est vraiment une très grande majorité. Évidemment, on n'a pas de statistiques, parce que les statistiques sont interdites, il ne faut surtout pas montrer que... je vous l'ai dit, quand j'étais travailleuse sociale et que j'en parlais avec mes supérieurs, quand on rapportait les problématiques, puisqu'on faisait un monitoring de l'année pour voir quelle était la problématique qui ressortait le plus, quand on apportait ça aux politiques, puisqu'on était subsidié par le politique, on nous disait « ne viens pas avec ça, on risque d'avoir des problèmes ». En plus, après 2001, évidemment, les gens avaient commencé à avoir déjà peur des attentats, donc on disait on ne veut pas avoir de problème avec la mosquée du coin, etc., il vaut mieux se taire, etc. Donc, du coup, le travail qui était mené n'était pas forcément fait, et finalement, ces gens n'avaient plus de place, comme je le disais là tout à l'heure. Donc ici, maintenant, nous avons des hommes et des femmes qui permettent de donner la parole, et en plus des hommes et des femmes qui servent de modèles, parce qu'on a besoin de modèles, des modèles de personnes qui viennent un peu du même confinement, on va dire familial, de la même structure familiale, parce que quand on grandit dans ces familles, l'autre, finalement, on l'a tellement dénigré qu'on n'en a plus conscience. Et puis, il y a eu évidemment ce que Florence Bergeau-Blaclair parlait là tout à l'heure, ce fameux Tariq Ramadan, qui a évidemment profité, tous ses frères ont profité de cette ambiance, de tout ce qui se passait, pour remettre en avant les femmes. Parce que c'est vrai que ces femmes ont beaucoup plus encore que les garçons, au sein des familles musulmanes, c'est qu'elles ont été dénigrées. Et Tariq Ramadan et ses frères musulmans, ce qu'ils ont apporté de nouveau, c'est qu'on leur a dit « vous avez un rôle important à jouer pour la Oumma ». Et enfin, elles avaient une place au sein de la Oumma, une place qui n'était pas juste « tu vas aller à la cuisine, on va t'apprendre à cuisiner, tu vas devoir te marier, avoir des enfants, etc. » Non, elle avait une importance capitale pour une mission qui est beaucoup plus grande, celle de Dieu, celle pour Allah. Et d'ailleurs, je vais le voir pendant ces 3 ans, c'est ce qui sera tout le temps répété pour ces femmes. Au départ, il faut vous dire que ces femmes, quand elles fréquentent ces lieux-là, c'était surtout pour apprendre l'islam, parce qu'elles ne voulaient pas que leurs enfants aillent en Syrie et en Irak. Seulement, ce qu'elles n'avaient pas prévu et ce qu'elles ne voyaient pas, c'est que au bout de 3 mois, c'était elles qui étaient endoctrinées et qu'elles acceptaient des propos tenus tels que « on va exterminer les juifs, on va exterminer les homosexuels », elles ne réagissaient plus. Elles étaient complètement en sidération, elles étaient complètement
en admiration devant ses sœurs qui leur expliquaient ce qu'il fallait faire. Et il y avait un mode d'emploi tout simple qu'il fallait suivre et ce que Dieu a dit. C'était la seule chose qu'on leur demandait. Et donc finalement, quelque part, voilà, leur donner cette possibilité partout où elles avaient accès à l'enseignement, elles pouvaient travailler, elles pouvaient devenir psychologues, elles pouvaient devenir médecins, mais toujours sous le principe, et il fallait que ce soit en accord avec les principes islamiques. J'ai rencontré des médecins qui avaient cessé de travailler dans un hôpital et qui ne faisaient plus que la saignée, des pratiques d'exorcisme, etc., la médecine prophétique. J'ai rencontré des psychologues qui travaillaient dans un grand hôpital militaire pour les grands brûlés, qui disaient aux sœurs, ne parlez plus de l'enfer, parce que moi j'ai dû récupérer des femmes dans ces hôpitaux qui voulaient quitter l'islam, des convertis, tellement elles avaient peur d'être brûlées puisqu'elles avaient subi un traumatisme. Donc dites-vous bien que nous avons affaire à une psychologue praticienne qui continue son prosélytisme à l'hôpital alors qu'elle n'est pas engagée pour ça. Alors pour moi, évidemment, et je vais terminer avec ça pour laisser plus de place aux questions, pour moi, il y a plusieurs parmi d'autres solutions qui sont importantes. D'abord, il y a ces podcasts, ces projets où on donne la parole aux jeunes et aux familles pour parler de ce qu'elles ont vécu, pour que ce saut du tabou saute, pour qu'il n'y ait plus ce tabou, parce que ce tabou, évidemment, vous savez, le poids du tabou, c'est voué à être perpétré, répété, etc. Il faut absolument faire parler les familles, leur permettre de parler sans jugement, et surtout les protéger. La deuxième chose, et ça je m'adresserai plutôt à Madame la sénatrice et à tous les sénateurs présents, c'est il faut absolument, et ça j'espère que les sénateurs vont pouvoir s'y atteler, c'est se pencher sur un projet de loi pour interdire le voilement des jeunes filles, des mineurs, des moins de 18 ans, partout où ils se trouvent. Parce que vous savez, à Bruxelles, il n'est plus question du voilement des adultes. Hein. Les femmes sont pratiquement, je peux le dire vraiment sans avoir qui que ce soit qui me tombe dessus, plus de 95% des femmes musulmanes à Bruxelles sont voilées. Maintenant, ce qu'on voit, ce sont des jeunes filles, des adolescentes, mais aussi des petites filles, 5 ans, 8 ans, voilées, qui vont dans des écoles frères musulmans, des écoles élémentaires de frères musulmans. Comme le disait aussi, le séparatisme à Bruxelles, on a l'impression quand on va là, tout Bruxellois vous dira c'est le vivre ensemble, tout se passe bien, etc. Non, les gens vivent les uns à côté des autres quand ils ne sont pas exclus. Parce que ceux, par contre, que vous ne verrez pas dire ça, c'est la communauté juive. Même à côté, ils ne se montrent pas, ils ont tellement peur, ils rasent les murs, ils fuient, ils partent. Dans l'enseignement public, à Bruxelles, il n'y a plus un seul juif. Plus aucun. Et pas parce qu'ils veulent le séparatisme, pas parce qu'eux veulent le séparatisme, mais parce que dans quasiment la totalité des cas, ils se font harceler, ils se font taper dessus. Il y a de la violence extrêmement de la part des autres jeunes musulmans, qui ne se cachent d'ailleurs pas pour dire que voilà, sioniste, que Hitler a bien fait son travail, etc. Donc ce n'est pas des mots que j'invente, c'est ce que moi j'ai pu avoir. Donc je vais juste terminer juste là-dessus, c'est pourquoi. Donc l'interdiction, une loi qui interdit le port du voile pour des mineurs, pour moi c'est essentiel. Et je pense que la France, grâce à la laïcité, bien sûr qu'elle ne suffit pas, mais grâce à la laïcité, vous êtes encore un des seuls pays qui résistait. C'est pour ça que vous avez des violences qui éclatent un peu partout en France et que c'est virulent, qu'il y a autant d'attentats. C'est parce que justement, c'est encore un des seuls pays qui dit stop, on ne veut pas de ça, qu'il y a encore des résistants. On est rentré en résistance et la première chose à devoir faire, c'est vraiment celle-là. Et j'insiste vraiment, donc j'espère que la prochaine fois que je vous verrai, Madame la sénatrice, que cette loi, elle sera déposée et qu'elle sera votée, qu'elle sera acceptée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fadila. Alors c'est pareil, c'est une intervention très poignante. Moi j'ai quand même noté que ce que tu disais, tout ce qui est émotion et douleur ne peut pas s'exprimer.
et que donc en fait tout ça c'est le lit de la haine et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Donc effectivement du coup c'est la transition idéale pour laisser la parole à Sonia. Donc Sonia Zadig, vous êtes franco-tunisienne, mais vous êtes exilée depuis de nombreuses décennies de votre pays. Vous êtes psychologue clinicienne, vous êtes psychanalyste et vous êtes écrivain. Vous avez notamment écrit de nombreux livres comme Soumise, Accord perdu, Accord retrouvé, et tous ces livres racontent en fait les différentes étapes de ce que doit être une femme en terre d'islam. C'est un raccourci très court, mais voilà. Et donc en fait dans vos livres, vous expliquez que l'important c'est la liberté de conscience. Vous expliquez aussi l'importance de l'éducation et l'importance du rôle des mères dans l'islam. Donc du coup, est-ce que vous pourriez nous parler justement de ce rôle de l'éducation et pourquoi en fait l'application de la laïcité dans l'éducation, c'est un enjeu majeur pour la liberté des femmes et pour la liberté des femmes musulmanes notamment. D'accord. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Merci Isabelle pour votre accueil, merci Catherine et merci d'être aussi nombreux à nous écouter. Parler ici en ce haut lieu de la démocratie est un honneur qui m'oblige. Que dire ? Que rajouter après ce que l'on vient d'entendre ? Peut-être dire simplement, ici même, qu'en étant une Française d'affirmation et non pas d'extraction, j'ai une connaissance, un savoir de ce que perdre sa liberté veut dire. J'ai quitté la Tunisie, en effet, pour rejoindre la France très jeune. Non seulement pour y faire des études, mais pour son esprit, pour ses lumières, pour les droits de l'homme, pour sa démocratie, et surtout, et encore, pour sa laïcité. Pour le dire plus simplement, j'ai quitté ma terre de naissance fin des années 80, lorsque la nuit islamique commençait à descendre sur le rivage de ce beau pays prometteur et avant-gardiste de Bourguiba, celui que j'ai connu, celui de mon enfance. Bourguiba lui-même avait échoué, hélas, à ce qu'il appelait, lui, son ijtihad, c'est-à-dire son effort à l'intérieur même de la loi islamique à interpréter le texte. Sauf que on arrive toujours à une limite. Le texte n'est pas indéfiniment interprétable, étant la parole de Dieu. D'ailleurs, l'interprétation est interdite depuis le Xe siècle. Bien. Donc, Bourguiba, dont je suis la fille, si vous voulez, l'héritière, a pu bricoler des ouvertures, mais il n'a jamais pu toucher à l'essentiel, notamment à l'égalité en droit entre les femmes et les hommes. Malgré ses tentatives, il n'a jamais pu abroger, par exemple, l'égalité sur la loi de l'héritage. La femme, encore aujourd'hui, hérite de moitié de son frère, et sa voix, son témoignage, vaut la moitié de celle d'un homme. Je parle de cela aujourd'hui car permettez-moi de dire ici et en toute humilité que j'ai une petite avance sur vous. Car pour parodier Arthur Rimbaud, j'ai vu l'enfer de l'islam là-bas. C'est-à-dire qu'au-delà du dogme religieux en lui-même, dont je n'ai pas vraiment souffert, pas du dogme, mais j'ai souffert plutôt d'un islam qui m'est défait en tant que culture, en tant que contrat social, en tant que modus vivendi qui impose à tous une soumission absolue et totale au texte, au Coran, à la sunna, à la charia. Donc la dangerosité de ce dogme n'est pas dans le texte, n'est pas tant dans le texte que dans son effet délétère sur la structure psychique, sur ceux qui en sont nés en son giron. Je m'autorise à parler ainsi en tant que psychologue. Bien, et voilà qu'après avoir pu en fait vivre pleinement ce que la France offre et qui est inscrit au fronton de nos institutions, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, voilà qu'au nom de ces mêmes signifiants-là qu'on nous combat. C'est au nom de la liberté et de l'égalité que notre union se retrouve aujourd'hui fissurée, union nationale. Voilà que le vent tourne, voilà que je me sens à nouveau piégée, à nouveau rattrapée par une hydre verte que j'ai fuie en toute connaissance de cause et que je connais de l'intérieur. Je suis sortie du silence, finalement, pour témoigner, pour dire ce qu'il en est de ce dogme totalitaire et haltérophobe
dans lequel j'ai baigné et dont les effluves me parviennent aujourd'hui sur la terre de la liberté qu'est la France. De plus en plus, l'idée de citoyenneté se noie non pas dans un vivre ensemble, mais plutôt dans un s'exclure ensemble, au nom d'une culpabilité non pas narcissique, comme aime à le dire Daniel Sibony, mais dans une culpabilité morbide de colonisation et autres affres qu'on nous raconte, dont le seul but est d'anéantir les lumières de l'Occident. Et l'esprit français que l'on tolère l'intolérable et que nos compromis sont devenus à terme des compromissions. Chacun est renvoyé aujourd'hui à sa communauté, à ses origines. De plus en plus, les étiquettes s'imposent et nous réduisent. D'ailleurs, je découvre, à mon grand désarroi, que l'on doit absolument appartenir à un camp ou à un autre, qu'il nous faut choisir. Je découvre que mon identité nationale, française, est en effet une identité trouée, troublée par une assignation identitaire dont je me suis départie depuis tellement longtemps pour épouser une francité d'élection. Dire cela, ici, m'émeut, car la France semble embarrassée par ses enfants adoptifs. Autre sujet dont je parle très longuement dans mon livre à venir. Il y a un frottement aujourd'hui encore en France entre le concept d'ethnicité et le concept de religiosité. Nous pâtissons de cela. Par exemple, je le dis, moi je suis française. Je suis certes d'origine tunisienne, mais je suis française. Mais l'on continue inlassablement, à toutes les conférences, à me présenter comme étant d'origine musulmane. Cette erreur sémantique, et ça c'est très important, n'en est pas vraiment une. Car si lapsus il y a, il serait en effet assez révélateur. Pourquoi ? Puisque, oui, je le confirme, l'islam aspire à faire des sujets des sujets de l'Oumma uniquement des musulmans. Aucune autre identité ne prévaut sur elle. Vous êtes musulman et vous le resterez toujours. Il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de possibilité de sortir. Donc, ces velléités hégémoniques dont parlait si bien Florence auraient pu s'éteindre, peut-être, si une partie, et non pas des moindres de notre société, ne s'était pas fait complice d'une idéologie meurtrière pour éteindre les lumières de l'Occident. La convergence des luttes, comme ils aiment à les appeler les wokistes en tout genre, sont dans une lutte catégorielle de minorités vindicatives et violentes et auront bientôt raison de ce qui nous relie les uns aux autres, la chose publique. Ces déconstructivistes ne savent pas qu'ils seront les cocus dans ce mariage de raison, mais l'histoire nous le dira. La crise identitaire que traverse l'Occident a fait, en effet, le terreau des islamistes. Islamisme fertilisé contre toute attente par ceux qui se réclament du progrès social. Quel progrès social y a-t-il à nous silencier, nous, les enfants de la République? Quel progrès social y a-t-il à nous bâillonner en jetant l'opprobre sur nos valeurs républicaines et laïques, en nous réduisant à n'être rien d'autre que des islamophobes? C'est un mot pour interdire finalement la pensée, et des fascistes. Le fascisme, en réalité, n'est pas de notre côté, mais de leur. Au nom de la tolérance, au nom de la liberté, la France s'est engagée, hélas, dans un chemin contraire à l'universel des Lumières. Sur son sol, la parole est muselée. Sur son sol, la liberté d'expression, la liberté de croire ou de ne pas croire est fortement compromise. Cette mère douloureuse qu'est la France se meurt de ne pas avoir su écouter ceux et celles qui sonnent l'alarme depuis si longtemps et qui ont une certaine avance sur l'histoire qui se joue sous nos yeux et qu'on n'écoute pas. Est-ce par hubris? Est-ce par lâcheté? Je l'ignore, mais c'est une méprise dangereuse devant un presque trop tard. La laïcité dans tout cela, c'est bien cela qui devrait être notre violon d'Ingres. En effet, que nous reste-t-il aujourd'hui, à part cette chère, incomprise et compromise laïcité? Pourtant, la laïcité est protectrice. Elle affranchit l'ensemble de la sphère publique de toute emprise exercée au nom d'une idéologie ou d'une religion. Elle nous protège de l'éclatement en tribus, en clans, en communautés auxquelles nous assistons aujourd'hui. Et elle suppose une émancipation simultanée des personnes, de l'État et des institutions publiques. Ce terme laïcité lui-même est devenu suspect.
l'idéal universaliste du peuple souverain auquel il fait référence a réduit aujourd'hui à n'être rien d'autre qu'excluant, voire raciste, alors qu'il vise uniquement l'unité. D'ailleurs, laïcité, du point de vue de l'étymologie, laos veut dire unité du peuple. Mais ce peuple est aujourd'hui divisé. Il semblerait que l'islam, ou l'islamisme si vous voulez, moi je ne fais pas la différence, s'est invité à notre table pour anéantir 3 exigences fondamentales et nécessaires à notre unité. La liberté de conscience, assortie de l'émancipation personnelle, l'égalité de tous les citoyens sans distinction d'origine, de sexe ou de conviction religieuse, et la visée de l'intérêt général comme seule raison d'être de l'État. Si l'on reprend le premier point, par exemple, la liberté de conscience, je ne suis pas, malheureusement, tout à fait certaine qu'elle soit encore de mise, cette liberté. Je viens de commettre, j'ai fini un livre sur les apostats de l'islam, qui sont avant tout des citoyens français. Je découvre avec effroi que ces derniers n'en jouissent absolument pas de cette liberté de conscience. Aussi français soit-il. Quitter l'islam n'est pas condamné, bien sûr, par la loi de la République, mais par la charia islamique qui, ici, en France, sur la terre de Voltaire et de Rousseau, c'est la charia qui s'applique dans certains territoires soumis de la République française. Ils sont menacés de mort, ostracisés, doxés, sous le regard impuissant de tous. Après, j'entendais comme ça, ici et là, de la part de certains, qui se débrouillent entre eux. Mais quelle idée, en fait, de quitter sa religion, en fait, son identité. L'égalité des sexes, parlons-en. Dans l'islam, comme dans Animal Farm de George Orwell, certaines femmes sont plus égales que d'autres. Il y a une remise en cause du droit des femmes à disposer de leur corps. Toutes les enquêtes sociologiques le prouvent. Elles sont voilées, violentées, violées. Pshh, motus, on n'en dit rien. On a toujours de ce relativisme culturel qui va nous perdre et qui se veut ouvert et tolérant. Quant à bien y regarder, il est raciste et infantilisant. La religion islamique remet en question notre laïcité et entérine la certitude que la différence des sexes est ontologique, que la femme n'est rien d'autre qu'un objet de jouissance et, in fine, un utérus à agrandir la Oumma. Ceux qui militent pour faire rentrer le voile à l'école oublient qu'il ne s'agit en rien d'un signe religieux, mais surtout d'une affirmation identitaire. La phobie n'est pas du côté que l'on croit. Les ex-musulmans sur lesquels je travaille aujourd'hui témoignent de cette musique ronronnante et de leur enfance. Les enjoignons à quoi? À se méfier de la France et des Français. Lisez La gestion de la barbarie et vous verrez que leur projet politique d'installer la charia au cœur de notre République n'est pas un délire paranoïaque d'une bande d'hystériques comme ils aiment à nous appeler. En vérité, sans laïcité, point de féminisme. Le féminisme ne peut pousser que sur le terreau de la laïcité. Sans cette condition, il serait impensable d'être authentiquement libre. Il n'y a d'ailleurs pas d'égalité entre les hommes et les femmes sans laïcité. La pensée féministe, la vraie, pas celle qui exclut certaines et défavorise d'autres qu'on nomme néo-féministes, je parle des féministes universalistes dont je me réclame. Nous revendiquons la liberté et l'égalité pour les femmes dans les mêmes termes que celui du cadre de la laïcité. Féminisme et laïcité sont indissociables. Est-on le fruit d'une pensée moderne, celle qui fait de la raison l'instrument exclusif du savoir et de ses arguments la seule garantie de la vérité? Pas un féminisme qui exclut les juives violées le 7 octobre et qu'on a exclu de la marche contre les violences faites aux femmes. La laïcité ne souffre pas les 2 poids, 2 mesures. La laïcité à la française est notre trésor national, un trésor national attaqué de toutes parts, mal comprise. Les femmes, par exemple, qui sont nées dans des familles musulmanes, n'ont pas le privilège d'accéder à cette égalité, ne sortent pas, ne fréquentent pas, et ce qui est absolument, qui a été une surprise pour moi, c'est que ce patriarcat est en vérité un matriarcat en dessous, c'est-à-dire que ce sont les mères qui transmettent le bâton de la soumission à leurs propres filles. Et c'est pourquoi je crois vraiment que si on veut sortir de cela un jour, c'est avec les femmes qu'on sortira ou pas. Donc, seule l'intransigeance, l'application stricto sensu de la loi, le pas de quartier, excusez-moi du jeu de mots, c'est uniquement lorsque la laïcité à la française
sera appliquée sans accommodement déraisonnable que l'on pourra sortir du chaos actuel. Je pourrais bien sûr continuer à vous parler et à vous narrer l'agonie de la France, celle que j'ai aimée, qui m'a imbibée de ses valeurs et de son esprit. Celle-là, cette mère douloureuse, peine à exister. Cette France que j'aime tant et qui m'a tout donné, ne fait plus rêver personne. Nous n'avons plus de narratif ni de récit commun, plus de passion de la liberté qui nous mettrait collectivement en mouvement, plus d'horizon, une dépressivité généralisée, un non-vivre ensemble. Il serait temps de raviver, comme nous le faisons aujourd'hui, des espoirs bleus, blancs et rouges. Il serait temps de nous remettre en mouvement. C'est donc au nom d'une restauration de cette France qui m'a jadis fait rêver qu'il nous faut collectivement nous réveiller. Car je le dis à chaque fois que je prends la parole, nous sommes, mesdames et messieurs, à minuit moins 2 minutes avant une catastrophe annoncée, avant la mort programmée d'un pays, la France. Je vous remercie. Merci beaucoup Sonia, merci pour ce témoignage extrêmement précis et qui nous fait nous interroger sur la suite. Donc Sonia, vous avez très clairement expliqué pourquoi la laïcité était indispensable, et notamment pour les femmes. Alors du coup, j'ai envie de poser la question aux 3 autres intervenantes. Voilà, on a évoqué un certain nombre de sujets, l'éducation, un petit retour en arrière, le silence, l'endoctrinement des femmes, tout ça dans un environnement parfois académique. Est-ce que chacune, en quelques mots, vous pourriez nous expliquer en fait pourquoi la laïcité à la française est essentielle pour protéger la liberté des femmes? Voilà, je vous laisse la parole. Alors, la laïcité à la française, le problème, c'est qu'on n'est pas tous d'accord sur sa définition. Et aujourd'hui, à l'université, et notamment en sociologie, en sciences sociales, la laïcité à la française est défendue plutôt par l'école de Jean Bobéro, qui est une laïcité inclusive, qui nécessiterait en fait d'être un petit peu nettoyée de sa tendance un peu ethnocentrée. C'est ça l'idée. Donc, heureusement, ça n'est pas une définition, cette laïcité inclusive, qui accuse l'autre, la laïcité que moi je considère historique et légitime. Elle est sans arrêt accusée d'être islamophobe. Donc, on a un problème avec ça. La difficulté, c'est que on peut dire que dans le discours public, dans le discours des parlementaires, des sénateurs, ça n'a pas encore infusé cette conception-là. Mais par contre, dans les médias, que font les journalistes ? Ils vont interroger des spécialistes et ils vont à l'université et ils vont tomber donc sur ces définitions-là qui prétendent donc que la laïcité à la française serait islamophobe. Donc on a un problème parce qu'évidemment c'est chaque fois qu'on veut réexpliquer son utilité face à la question des femmes, on est suspecté quand même quelque part d'être un petit peu islamophobe. Toutes les personnes que vous voyez ici qui ont témoigné aujourd'hui sont accusées d'être islamophobes, d'être racistes, etc. Donc nous subissons ça depuis... Moi, ça fait 30 ans que je travaille sur le sujet. Je pense que vous aussi, ça fait quand même pas mal d'années. Et nous subissons systématiquement cette accusation. Alors, comme je le disais, la laïcité, c'est essentiel. Il faut revenir à une définition très universaliste aussi de la laïcité, républicaine de la laïcité, mais ça ne suffira pas. Ce que je crois a été démontré, ou est en train d'être démontré de plus en plus, c'est que nous avons des forces agissantes qui sont passées par l'Iran, par la Tunisie, qui aujourd'hui passent par l'Europe, qui ont véritablement décidé d'en découdre avec cette laïcité. Ils n'en veulent pas. Donc ils sont très agressifs. Et nous, notre réponse, c'est souvent de se dire, bon, ben,
on va expliquer ce que c'est que la laïcité aux enseignants, on va faire des observatoires, etc. Donc on se regarde encore un peu le nombril. C'est nous qui n'allons pas. Nous sommes attaqués, mais c'est nous qui n'allons pas. Nous refusons de voir l'ennemi, nous refusons toujours de nommer le problème, c'est-à-dire l'islamisme, et en particulier sa version frériste, dont je vous ai expliqué les dimensions. Pour moi, c'est ça le problème. Alors, on a vu qu'avec le nouveau gouvernement, les termes sont en train de changer. On a vu, par exemple, le ministre de l'Intérieur lui-même prononcer le mot de frérisme et en donner une définition. Parce que M. Darmanin avait prononcé le mot, ou M. Attal aussi, mais la volonté d'en donner une définition, de vraiment prendre à bras-le-corps ce sujet, on sent que c'est en train de venir. Il ne faut pas louper cette opportunité, si je puis dire, parce que c'est la clé pour de ce que nous défendons ici, c'est-à-dire la possibilité pour les femmes musulmanes d'être ce qu'elles sont, sans être sous la coupe en fait d'une oumma qui veut les contrôler. Voilà. Merci. Chaparak ou Fadila peut-être, en quelques mots. Moi, ce sera assez rapide. Je pense que la laïcité, pour moi, c'est un rempart. C'est comme une sorte de barrière de corail. Quand elle s'effondre, c'est le déluge. Et ce qui est remis en cause quand il n'y en a plus, c'est quelque chose qui me paraît aujourd'hui plus fondamental encore que la paix, puisque tout le monde parle beaucoup de paix. Évidemment, la paix, c'est quelque chose de fondamental. Mais au-delà de la paix, il y a la liberté. Et la laïcité, c'est un système de protection de la liberté. Alors ça peut paraître paradoxal pour certains qui ne le voient pas de cet œil-là. Mais notre liberté à tous, elle dépend de ce principe de laïcité. Et je tenais juste à dire un autre mot, qui est que le terme d'islamophobie est un terme qui a été inventé par l'ayatollah Khomeini. Voilà. Donc comment créer cette victimisation pour qu'on n'ait pas le droit de dire les choses? Comment museler tout le monde en créant cette philosophie-là? Et voilà. Donc c'est un rempart. Merci Chaparak. Alors Fadila, pour terminer en quelques mots, la laïcité. Alors, pour moi, la laïcité, c'est le synonyme de la liberté de conscience, la liberté individuelle. Et cette liberté qui nous est très chère, et pour laquelle il faut évidemment se battre et se défendre, parce qu'on aime tous la paix. Je pense qu'à ce niveau-là, on est tous d'accord, mais la paix, il faut se battre pour la préserver, pour continuer à la garantir, pour qu'elle puisse encore exister. On est, comme le disait Florence, il y a des définitions de la laïcité qui ont été ramenées par d'autres pour justement la contourner, etc., pour la galvauder. Et c'est fait avec des récits qu'on raconte, qu'on réécrit l'histoire. On voit de plus en plus des récits qui sont réécrites. On voit aussi l'histoire, par exemple, de la France sans arrêt par les décoloniaux, par tous ces idéologues, etc., qui sont réécrites, qui sont enseignées au sein de l'université, etc. Moi, je pense que pour préserver la laïcité, il faut absolument, absolument donner du sens à cette laïcité en la mettant en avant, en la mettant en valeur, en la défendant auprès des jeunes pour qu'ils puissent être fiers de ce qu'ils sont, de leur histoire. Ne laissez pas votre histoire se réécrire d'une autre manière, d'être complètement réécrite avec des mensonges, parce qu'on est en train d'observer et d'entendre des choses qui se disent et qu'on laisse dire, qui ne sont que du mensonge et de l'invention. La France, moi qui viens de la Belgique, c'est un très beau pays dans lequel on mange bien, on boit bien, c'est un pays vivant. Et si cette laïcité est mal mise, est malmenée, elle est détruite, si vous laissez votre histoire se faire kidnapper, eh bien c'est tout ça qui risque de s'effondrer. C'est toute votre culture, toute cette richesse, toute cette grande histoire de France, tout ce qu'elle a pu apporter de bénéfique
par rapport à la beauté de l'architecture, de l'art, etc. Pour moi, la laïcité, c'est tout ça. En tout cas, quand on vient de l'extérieur, d'un autre pays, c'est ce qu'on voit à travers la laïcité. Et donc, surtout, à l'heure actuelle, il faut la défendre et transmettre d'une manière positive la laïcité, votre culture et votre histoire. Merci. Alors, moi, je reprends la parole là juste pour vous dire. Donc, je remercie évidemment nos intervenants, de vous dire que comme je propose nous retrouver au restaurant du Sénat pour partager un verre ensemble et prolonger ces échanges autour d'un contact direct avec les unes et les autres, on va s'arrêter là parce qu'il faut qu'on rende aussi la salle. Donc, je vous remercie déjà. Je remercie pour cette conférence nos 4 intervenantes et Catherine pour son animation. Vous dire également, puisque c'était l'occasion, on a terminé sur la question des médias, que cette conférence a été complètement enregistrée, qu'elle va être publiée, en tout cas dans un montage qu'on va en faire pour justement une diffusion avec évidemment le regard de nos 4 conférencières, mais vous dire que bien entendu l'objet de ce matin, et comme je l'ai dit en introduction, c'est de soutenir ce combat, parce qu'on peut dire que c'est un réel combat pour la laïcité et la lutte contre cet entrisme islamiste. Et voilà, ces conférences sont un moyen de publication. Donc l'idée derrière, pour moi également avec Catherine, c'est de publier les actes de cette conférence et de pouvoir en faire une diffusion et évidemment de pouvoir reproduire sur des thèmes peut-être qui seront un peu plus précis, parce que là, Fadila, vous m'enjoignez, vous enjoignez les sénateurs et les législateurs à légiférer et à aller plus loin. C'est des questions que nous nous sommes déjà posées. Gilles Legendre en a parlé. Nous sommes déjà posé la question de l'interdiction du voile pour les mineurs, notamment lors de cette loi de 2021. Nous n'y sommes pas allés pour un certain nombre de raisons. Je ne vais pas les évoquer, mais peut-être qu'à un moment, il faut reprendre le sujet. En tout cas, vous l'avez dit, professeur, le ministre de l'Intérieur a été très clair sur ces sujets lors de son intervention en commission des lois. J'appartiens à la commission des lois. Je pense que nous aurons l'occasion de l'auditionner aussi prochainement. Vous pouvez compter sur mes collègues sénateurs et sénatrices. C'est pas pour rien, je veux le dire en conclusion, que cette conférence avec Catherine, nous avons pu la faire en totale liberté sur ce sujet au sein du Sénat, qui est une institution qui porte haut les valeurs de la République et qui entend plus que jamais, dans le monde troublé que nous vivons et dans cette Assemblée nationale parfois où l'on voit des manifestations au sein de l'hémicycle qui n'ont pas lieu d'être, compter sur le Sénat pour assurer et encore tenir et assurer le respect des principes républicains. Donc voilà ce que je voulais dire en conclusion, et je vous invite à nous rejoindre dans les salons du restaurant du Sénat.